L'actualité, Oui. elle est lourde. Et la mort, disons-le, du pape a mis de côté un fait majeur qui se passe actuellement en France. Les prisons. Mais bien sûr, Ah oui, oui. ce sont ces 65 attaques faits en contre... 10 jours. Mais Valérie Benaïm, moi j'ai le souvenir d'un président de la République qui nous explique qu'on est en guerre contre un virus, qu'il y a une menace existentielle aux portes de l'Europe, qui est la Russie. Mais vous avez... Et j'y pensais même hier, je me disais, il faut qu'on ait un mot pour les agents pénitentiaires, il faut qu'on ait un mot pour les forces de l'ordre, dire qu'on pense fort à eux, parce que là, aujourd'hui, on est dans une situation... Une guerre. Oui, c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que vous avez la sensation que on vit une forme de guerre sur notre sol? C'est-à-dire que on ne sait pas vraiment qui sont pour l'instant. La Il y a question, des c'est pistes. d'où ça vient. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs possibilités, effectivement. On évoque le narcotrafic, on évoque également des pistes d'ingérence étrangère, notamment l'Algérie ou la Russie. Qu'en est-il réellement? C'est vrai qu'on peut s'interroger et se dire que, y compris les narcotrafiquants, n'ont aucun intérêt à venir attaquer directement ainsi les services de l'État. Donc on peut s'interroger. Je rappelle donc très rapidement que plusieurs attaques de prison ont eu lieu depuis maintenant 2 semaines partout sur le territoire. Des attaques à Nîmes, Toulon, Agen, Marseille, Valence. Le week-end dernier, c'est la maison d'arrêt de Lyon qui a été prise pour cible. D'autres attaques ont eu lieu dans la nuit de lundi à mardi. En Isère, 3 personnes ont été contrôlées dans la nuit aux abords de la prison avec dans le coffre de leur véhicule un jerrycan d'essence. Et des lieux d'habitation. De 10 litres. J'allais y venir. Pardon. C'est absolument... Non, mais il n'y a aucun problème parce que c'était effectivement une séquence terrifiante. Lundi, 2 pavillons habités par des agents pénitentiaires qui ont été attaqués au cocktail Molotov, à l'arme automatique à Villefontaine, commune située au sud de Lyon. Et cet après-midi, Jules Torres, vous avez le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, accompagné du Premier ministre, qui sont allés au plus près des agents pénitentiaires. Oui, parce qu'il y a évidemment une crainte chez ces 50 000 membres de l'administration pénitentiaire, eh bien d'être ciblés, parce que depuis maintenant 2 semaines, il y a des dizaines et des dizaines d'attaques contre des véhicules de personnes qui appartiennent à l'administration pénitentiaire. On peut dire que c'est que du matériel, mais c'est quand même troublant. Il y a des attaques contre des administrations pénitentiaires. Moi, la semaine dernière, je suis allé dans la journée à la prison de Toulon. Toulon qui a été attaqué par une quinzaine de tirs de Kalachnikov. Et vous demandiez si c'était une guerre. En réalité, c'est une guerre hybride. C'est une guerre hybride parce que elle fait face à plusieurs groupements. On ne sait pas qui coordonne ces attaques. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une responsabilité de l'ultra-gauche qui veut désengorger nos prisons, qui considère que la prison n'est pas le moyen pour répondre à l'insécurité et que la plupart des personnes qui sont en prison devraient être libérées. Et donc, ils utilisent des actions violentes. Le mode opératoire, parfois de l'extrême gauche, c'est de brûler des voitures. En revanche, l'extrême gauche ne tire pas avec des kalachnikovs sur des prisons. Et donc, c'est là aussi où se rejoint à cette extrême gauche la criminalité organisée, les narcotrafiquants, qui ont bien décidé de s'en prendre à ces narcotrafiquants, puisqu'on voit bien que depuis maintenant plusieurs mois, Bruno Retailleau et Gérald Darmanin sont en première ligne contre le narcotrafic. On va écouter justement François Bayrou, qui est accompagné des ministres de la Justice et de l'Intérieur, Gérald Darmanin et Bruno Retailleau, se sont rendus tous les 3 au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Valavier ce mercredi après-midi. Il s'agissait de montrer au personnel pénitentiaire qu'on était avec eux dans ces circonstances et qu'on était avec eux parce qu'ils sont en première ligne du plus difficile de la société, des plus dangereux de la société et parce qu'ils sont notre dernier recours. Et donc, on voulait être avec eux. Et en même temps, on mesure très bien quel est le cadre de ces attaques. Ce sont des réseaux qui, tout d'un coup, croyaient qu'ils étaient en situation d'impunité, les maîtres absolus, et qui pouvaient continuer leurs actes de délinquance, et qui, tout d'un coup, voient la perspective des tensions plus sévères, plus rigoureuses, sans les moyens de continuer à exercer leurs activités néfastes depuis la prison. Et ça veut dire qu'ils se sentent inquiétés dans leur impunité. Et je rappelle que pour plusieurs des cas, le parquet national antiterroriste s'est saisi des dossiers. Donc on est vraiment dans un climat de terreur. Aujourd'hui, Valérie Benaïm, la prison que vous connaissez bien évidemment avec plusieurs enquêtes que vous avez pu proposer, notamment un livre absolument passionnant sur le sujet.
Valérie. Oui. Non, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, moi j'ai une pensée, évidemment, vous l'avez dit, Elliot, en préambule, pour les surveillants de prison qui font un métier extrêmement difficile. C'est un métier qui ne fait d'ailleurs plus rêver, puisque il y a 30% des inscrits au concours qui ne se présentent finalement pas. Il y a 7% des postes qui sont toujours vacants, malgré, on l'a pu le voir d'ailleurs, des campagnes de recrutement qui sont assez intenses. Et la charge qu'ils ont, la moyenne, c'est 2,5 détenus pour un surveillant. Ça, c'est la moyenne nationale, mais il y a des prisons où vous pouvez multiplier par 3 ce chiffre pour un seul surveillant. Donc c'est extrêmement compliqué. Et la revendication, parce qu'il y a des tags que l'on a pu voir fleurir. Des DPF, défense des droits des prisonniers français. On n'y croit pas un instant parce que ce serait contre-productif. Donc on s'interroge sur qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça veut dire, qui est derrière. Et puis c'est surtout, dans ces cas-là, si vous avez des individus qui sont capables, Kalachnikov à la main, d'attaquer des prisons, d'aller sur des établissements, d'attaquer des bâtiments ou des domiciles privés des agents pénitentiaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, vous avez des individus qui n'ont absolument plus peur de l'autorité de l'État, en quelque sorte. Opération coordonnée, donc sur un très grand nombre d'établissements, vous l'avez signalé, Elliot. Il faut se souvenir que dans le rapport sénatorial qui a inspiré la loi, les sénateurs avaient pointé la pression mise par les narcotrafiquants sur le personnel pénitentiaire. C'est pour ça qu'ils demandent d'ailleurs l'anonymisation. Personnel pénitentiaire qui se retrouve sous cette pression-là et un peu abandonné pendant une trop longue période. Puisqu'il y a eu des témoignages très durs concernant la pression, les menaces directes sur eux ou leurs familles. Avec cette décision de Gérald Darmanin de regrouper les plus gros profils des narcotrafiquants dans une prison, donc politiquement, l'exécutif n'est pas resté sans réponse. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est qu'on voit très bien les narcotrafiquants, la DZ Mafia notamment. Est-ce qu'il y a une porosité avec d'autres groupes, notamment venant de l'extrême gauche, où il y a un effet d'aubaine de certains groupuscules pouvant peut-être aller sur cette actualité. Il est 17h26 sur Europe 1, on est en direct et on est ensemble jusqu'à 18h pour On marche sur la tête. Si vous souhaitez réagir sur ce climat de terreur en France et ces prisons qui sont attaquées, peut-être sur fond de trafic de stupéfiants, de narco-criminels, 01 80 20 39 21. Est-ce qu'il va falloir utiliser l'armée pour défendre ces zones? Il y a des syndicats qui commencent à émettre cette possibilité. Il n'est pas l'homme que vous croyez être. Il n'est pas celui que vous croyez, pardonnez-moi, ces femmes amoureuses des tueurs en série. C'est l'ouvrage passionnant de Valérie Benaïm. On se retrouve dans un instant. 01 80 20 39 21. Si vous souhaitez réagir à notre dernier thème pour cette émission, qui est ô combien important, qui a été sous-traité ces dernières heures avec la disparition du pape, bien sûr. Mais ce climat de terreur en France avec plus de 60 faits qui touchent les prisons, les agents pénitentiaires, peut-être sur fond de trafic de stupéfiants. On est avec Hamid Saï en direct. Merci d'être avec nous. Vous êtes délégué national FO Justice en charge des missions extérieures. Merci de témoigner cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Est-ce que déjà vous pouvez nous parler du climat qu'il peut y avoir chez les agents pénitentiaires, ce qu'ils vivent depuis maintenant 2 semaines, ce qu'on n'avait quasiment jamais vu ces dernières années, voire ces dernières décennies? Eh bien, c'est pas quasiment, c'est du jamais vu. Effectivement, c'est un climat assez pesant. Maintenant, on espère que des interpellations vont avoir lieu rapidement. C'est ce qu'on espère en tout cas. Et surtout, bien entendu, essayer d'interpeller tout le réseau et pas les petites mains qui font ça pour quelques centaines d'euros. Je rappelle très rapidement des maisons d'arrêt qui ont été visées par des tirs à la Kalachnikov, des voitures qui ont été incendiées, des attaques contre la maison d'un couple de surveillants. Vous avez le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur ainsi que le ministre de la Justice qui se sont rendus ce matin en prison pour apporter leur soutien. Mais concrètement, vos collègues, ils vous disent quoi ces derniers jours ? Ils sont inquiets. C'est sûr que on a une vague de vigilance. La vigilance, a augmenté d'un cran.
les collègues sont suspicieux, sont inquiets pour leur sécurité, pour la sécurité de leur famille. Nous on se mobilise 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les accompagner, pour les rassurer, et puis la journée d'aujourd'hui et de cette semaine, on est tous les jours sur le terrain pour répondre à leurs inquiétudes et à leurs sollicitations. Et sur les menaces ou les attaques, vous avez quelques précisions. Vous pouvez nous raconter, par exemple, que pour que les auditeurs se rendent compte de ce qui est en train de se passer. Est-ce que vous avez un fait qui, ces 2 dernières semaines, vous a particulièrement marqué ? Mais bien entendu, on a des faits qui nous marquent, comme les tirs à l'arme automatique sur des logements de collègues, les tirs à l'arme automatique sur la prison de Toulon. C'est des faits marquants. C'est pas anodin. La pénitentiaire, n'a jamais connu des actes d'intimidation de cette hauteur. Et c'est que forcément, la criminalité a augmenté d'un cran, et forcément, à nous de nous adapter. On a saisi le ministre pour plus de sécurité dans les établissements pénitentiaires. Il faut savoir que nous disposons déjà d'agents habilités et formés à garantir la sécurité des établissements pénitentiaires, c'est les ELSP. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'effectivement, ils soient présents pour sécuriser les sites pénitentiaires. Oui. Malheureusement, à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas, étant donné que ces équipes-là sont réquisitionnées pour faire de l'extraction judiciaire. Et la seule solution pour ça, c'est la visioconférence. Mais Ahmed Saï, la question qu'on se pose aussi, c'est est-ce qu'il va falloir envoyer les militaires pour assurer la sécurité ? Pourquoi je vous dis ça ? Dominique Verrière, qui est à la tête de l'union régionale du syndicat UFA-PUNSA, un de vos collègues, qui dit « Nous demandons que les domaines pénitentiaires passent en zone protégée, un peu comme sur les terrains militaires, où toute intrusion peut être défendue activement. Si on transforme l'emprise du domaine pénitentiaire qui appartient à l'administration en zone quasi militaire, on peut défendre cette zone. » Il disait ça hier, si je ne m'abuse. Est-ce que vous partagez cette position ? Est-ce que vous aussi, vous voulez que, aujourd'hui, vous ayez une sécurisation militaire, par exemple, des prisons ? Et non, nous, on partage pas du tout cette vision-là. L'armée, elle a ses missions, et l'administration pénitentiaire a ses missions. Nous, à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce que je vous disais à l'instant, on a des agents parfaitement habilités et formés à répondre à ce genre de situation. Ce sont les équipes locales de sécurité pénitentiaire. Et maintenant, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à déployer l'armée au sein de nos détentions. C'est pas la solution au problème. Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage, Ahmed Saï. Merci. On pense vraiment à vos collègues et on leur souhaite bon courage. Transmettez-leur évidemment notre soutien plein et entier. Je rappelle que vous êtes délégué national FO Justice en charge des missions extérieures. 01 80 20 39 21 si vous souhaitez réagir. Avant de vous donner la parole, les amis en studio, je voudrais qu'on écoute Pascal Praud qui a produit son édito ce matin dans l'heure des pros sur CNews et Europe 1 au sujet bien évidemment de ce climat de terreur. Il parle de climat de terreur, écoutez. La mort du pape a masqué les attaques qui continuent de perturber le quotidien des prisons et la vie des agents pénitentiaires. Depuis 10 jours, 13 faits délictuels ou criminels sont recensés dans 9 départements. Dégradation de domicile, incendie de véhicules, tags, cocktails Molotov, drones qui survolent une prison. Un climat de terreur est installé après que Gérald Darmanin a annoncé la construction de prisons nouvelles et le regroupement dans le même lieu des narcotrafiquants. De mystérieuses signatures sont apparues sur des maisons prises pour cible ou sur les murs de bâtiments officiels. DDPF, Défense des droits des prisonniers français. Le groupe a publié des menaces et des vidéos sur la messagerie cryptée Telegram. À ce jour, aucune interpellation, aucune piste sérieuse n'est retenue, même si celle du narco-banditisme est privilégiée. Ce qui ne manque pas d'étonner les observateurs qui soulignent que le mode opératoire rappelle davantage l'extrême gauche et renvoie aux années 70, quand les Brigades Rouges, la Bande Abadère ou Action Directe terrorisaient l'Europe et la France. François Bayrou se rend ce matin à la prison de Saint-Quentin-Fallavier en Isère. Il est accompagné de Gérald Darmanin et de Bruno Retailleau. Nous en saurons peut-être davantage ces prochaines heures.
climat de terreur. Alors, moi, vraiment, à chaque fois, je vois qu'il peut y avoir un décalage entre ce qu'on peut dire sur les plateaux ou entendre les responsables politiques et ce que vivent, et ce que ressentent, et ce que veulent les Français. Pourquoi je vous dis ça ? Prenons le cas, par exemple, du narcotrafic, de la violence, l'ultra-violence, la criminalité dans les quartiers. Bon, ceux qui y vivent, le vivent au quotidien. N'en peuvent plus, bien sûr. Et qu'est-ce qu'ils demandent ? Le dernier sondage, je crois, qui date de janvier 2025. 72% des Français estiment qu'il faut faire appel à l'armée pour lutter contre le trafic de drogue dans les quartiers difficiles, Olivier d'Artigol. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Oui, je sais que c'est une proposition qui revient régulièrement dans le débat public. Il y a eu un échec, il faut quand même le dire, sur les opérations place nette, quand bien même la volonté politique était louable, mais il y avait l'effet plumeau, le point de deal se déplaçait et revenait quelques jours ou quelques heures après. Il y a donc une très grande difficulté pour les politiques publiques pour mener cette guerre, oui, et remporter des victoires. Personnellement, je crois toujours, tout simplement parce que le juge Falcon en a fait la démonstration dans un autre temps sur notre sujet, qu'on n'arrivera à rien si on n'arrive pas à briser les reins des filières financières, du blanchiment de l'argent. C'est véritablement le nerf de la guerre. Ça prend des années. Oui, on est bien mais d'accord. je dis tout simplement qu'il faut... Pensez à cet habitant ou à cet habitant J'y viens. du quartier qui est pourri Donc, par je la pense drogue. totalement, Vous pouvez même pas rentrer sans que ça soit un dealer qui vous demande votre carte d'identité je pense quand vous rentrez. totalement à lui. C'est pour ça que je dis que le nerf de la guerre sera donc le nerf sur la bataille sur le long financière. Sur les questions vraiment du quotidien, on a fait la démonstration pendant les JO qu'on pouvait sécuriser un emplacement. Voilà. Avec une mobilisation pérenne du bleu, comme on dit, sur le terrain. Partout. Il suffit donc, pour certains quartiers, pour les reconquérir, de revenir vers des commissariats de proximité, dont certains quartiers populaires ont été privés par des décisions de régulation des effectifs publics. Il faut donc des moyens, des policiers, des commissariats ouverts, des rondes, un bon continuum de sécurité avec les polices municipales. Quand on y met les moyens, on obtient des résultats. J'entends, mais sauf que là aussi, vous êtes sur le moyen terme ou le long terme. La situation d'urgence, la femme qui vient vers vous, Valérie, qui dit « Mais moi, ça fait des années que j'habite dans ce quartier, qui est pourri par la drogue. Non, mais j'entends ce que vous dites. Aujourd'hui, il y a des gens en kalachnikov. Je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je suis d'accord avec vous, mais effectivement, on l'a vu, et je pense que y mettre l'armée sera l'équivalent de ce qu'on a fait avec les places nettes. C'est-à-dire que sur l'instant T, on résoudra en apparence le problème, mais on ne fera que le déplacer et attendre une semaine, 15 jours, 3 semaines, et quand l'armée partira parce qu'elle devra aller ailleurs, eh bien, les narcotrafiquants reviendront. Donc le sujet, c'est un sujet qui est une lame de fond et qui est beaucoup plus intéressant et important, à mon sens, c'est qu'effectivement, on a supprimé, de mémoire, il me semble, 20 000 fonctionnaires de police. Et donc, il faut à nouveau les remettre sur le terrain. Et il faut à nouveau les remettre sur le terrain. Oui, je pense qu'ils ont supprimé ces postes, les remettre. Je crois que la police ne veut pas parce que les commissariats sont tous attaqués. Je vous le rappelle, dans certaines banlieues. On doit pas reculer. Banlieues difficiles et ils sont attaqués à la Kalachnikov, à les grenades. Enfin, c'est des grosses attaques. Même la police n'a pas ces armes-là, presque. Donc là, on rentre vraiment dans une guerre. Personne ne veut prononcer le nom, évidemment, parce que tout le monde a peur du nom. C'est plus facile de dire on est en guerre contre un virus que effectivement on est en guerre contre le narcotrafic. Mais je pense qu'il y a une vraie guerre aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice contre mais justement, contre ça, réinstaller les commissariats au cœur de la cité, réinstaller des policiers. Mais tout ça, ça prend des mois et des semaines et des mois. Mais la guerre contre le narcotrafic, elle est menée depuis maintenant 6 mois. Le couple régalien fonctionne. Il y a une loi qui a été votée. Alors elle est certes peut-être pas révolutionnaire, mais d'ailleurs, s'il y a des attaques, c'est peut-être parce que l'exécutif aujourd'hui veut casser les reins, comme disait Olivier, des narcotrafiquants. Au sujet, pardonnez-moi, mais juste sur l'armée, je sais que c'est quelque chose qui est partagé par les Français, mais il faut faire vraiment très attention avec l'usage qu'on peut faire de l'armée sur les théâtres. L'armée, ça va sur des théâtres d'opération, ça va pas forcément dans la ville. Et moi, je sais parce que j'ai interviewé, je pense, les 4 ou 5 derniers ministres des armées, et ils vous disent tous attention, quand on donne un ordre
à un militaire, il a ordre de alors, tuer. Faut pas expliquer qu'on est en guerre contre le narcotrafic. Moi, je veux bien encore une fois, c'est la guerre, personne. c'est pas forcément les FAMAS. Nous, on est très serein parce qu'on est dans le plateau de CNews ou le studio d'Europe 1, qu'on n'est pas au quotidien confronté à ces narcotrafiquants ou ces narcotrafics qui pourrissent votre vie avec ces dealers qui sont en pied des tours, ou alors on n'est pas auprès de ces agents pénitentiaires qui doivent vivre dans la crainte. Et donc, moi, je pense aux Français qui disent, il y a 72% qui disent, il y a un moment, dans une telle situation, on va utiliser l'armée. J'ai pas l'impression d'être tout à fait quelqu'un de laxiste, ni de non. En revanche, il faudra. Il a un côté ministre du sentiment d'insécurité. Oui, c'est ça. Mais si on veut mettre ce sujet sur la table, il faut bien que les gens aient conscience et qu'ils acceptent ensuite les conséquences de cette décision-là. C'est quand on demande à un militaire de tirer, il ne tire pas dans les jambes, il tire pour tuer. 01 et donc il faut accepter les conséquences. 20 01 80 20 39 21. Réagissez au standard d'Europe 1, appel non surtaxé. Ce serait très intéressant d'avoir un dernier témoignage. Est-ce que vous considérez que, pour protéger les prisons ou un peu plus loin pour lutter contre le trafic de stupéfiants dans les quartiers les plus sensibles, à un moment donné, il va falloir faire intervenir l'armée? On prend parfois l'exemple du Salvador. Au Salvador, je peux vous dire que M. Bukele, il a donné les moyens à la police, il a utilisé une partie de l'armée, et après il a eu la construction de cette fameuse prison en l'espace de 6 mois avec 40 000 places, et très très rapidement vous êtes retrouvé avec 40 000 personnes dans ces prisons faisant fi. Est-ce qu'il existe une voie médiane, selon vous, entre la transposition de ce que vous évoquez et présentez comme un modèle de Bukele un exemple au sens propre, donc pas au sens figuré, et ce qui pourrait être du laxisme? Non, je pense qu'il y a une voie médiane. Bien sûr, mais vous êtes d'accord avec moi que quand vous employez la manière forte, vous pouvez considérer que les choses avancent. Et encore une fois, j'essaye toujours, Olivier d'Artigol, de me mettre à la place des gens qui, au quotidien, souffrent de cette situation. Parce que quand nous, on n'est pas confrontés à cela, on peut se dire mieux vaut pas être radical, excessif. Et d'ailleurs, la radicalité n'est jamais une bonne conseillère. Mais du moins, ayons une pensée pour ces gens qui ont vu leur quartier complètement changer, ou ces agents qui se lèvent ce matin en se disant peut-être que ce soir je ne rentrerai pas chez moi. Parce que ce sont des quartiers où les personnes sont déjà assaillies par de très nombreuses difficultés économiques, sociales, d'assignation à résidence, de relégation. Donc ils auront en plus ce problème-là. Vous avez entièrement raison.